Le 11 octobre 1919, lors du débat sur la ratification du traité de Versailles au Sénat, Georges Clemenceau se lamente. Le traité de Versailles ne porte pas que la France s'engage à avoir beaucoup d'enfants, mais c'est la première chose qu'il aurait fallu y inscrire. Car si la France renonce aux familles nombreuses, vous aurez beau mettre dans les traités les plus belles clauses que vous voudrez, vous aurez beau prendre tous les canons de l'Allemagne, vous aurez beau faire tout ce qu'il vous plaira, la France sera perdue parce qu'il n'y aura plus de Français. Alors c'est embêtant qu'il n'y ait plus de Français. Vous connaissez la phrase de Charles Péguy. C'est embêtant, dit Dieu. Le jour où il n'y aura plus de Français, il n'y aura plus personne pour me comprendre. C'est un peu prétentieux, mais c'est si juste. Au lendemain de la Grande Guerre, donc, vous voyez la phrase de Clemenceau, hein, vraiment, la France est menacée, elle sera perdue parce qu'il n'y aura plus de Français. Au lendemain de la Grande Guerre, qui a dévasté évidemment la France, l'atmosphère n'est pas à la réjouissance, loin de là. Mais l'atmosphère est plutôt à l'alarmisme. 1 400 000 Français sont morts, bien sûr, et puis il y a eu autant de bébés qui ne sont pas nés. Hein. Il y a un déficit des naissances pendant la guerre qui représente à peu près un nombre équivalent, du fait des séparations des couples et du report des mariages et des naissances à une période moins troublée. Et vous devez ajouter en plus à ce décompte macabre environ 100 000 morts, un peu plus de 100 000 morts dus à la grippe espagnole. Donc, d'un point de vue nataliste, la situation de la France, d'un point de vue démographique, la situation de la France est tragique, d'autant plus que ce sont des hommes jeunes qui sont morts, qui ne feront pas d'enfants, évidemment, puisqu'ils sont morts, qui laissent derrière eux environ 700 000 veuves, qui sont généralement donc des femmes jeunes, qui toutes ne se remarieront pas, et donc qui ne feront pas d'enfants, et qui laissent aussi derrière eux, ce sont aussi pour moitié, donc presque 4 millions des célibataires, donc des hommes jeunes qui se marieront pas, et qui laissent derrière eux des fiancées, des veuves blanches, qui elles aussi, bien que fiancées et non veuves de statut, ne sont pas veuves de guerre, mais pour certaines, elles resteront enchaînées toute leur vie à la mémoire d'un mort. Donc voilà la situation, et c'est tragique. Enfin, ces hommes qui sont morts créent un déséquilibre entre les sexes, on en a parlé hier, qui semble condamner des centaines de milliers de jeunes femmes au célibat, ce qui renforce encore les craintes des repopulateurs. Alors on l'a vu hier qu'en fait le taux de célibat par rapport à la normale, il n'était que 2% supérieur à la normale, parce que en réalité cette crainte de toutes ces femmes qui ne vont pas trouver de mari, tout cela c'est une crainte réelle à l'époque et dans l'immédiat après-guerre, mais en réalité ça va s'avérer largement erroné, puisque l'âge au mariage va diminuer, on va se marier plus jeune, généralement les femmes se marient avec des hommes plus vieux, elles vont se marier avec des hommes plus jeunes de leur âge. Il va y avoir aussi l'immigration, il y avait au recensement de 1911 1 100 000 étrangers en France. Au recensement de 1927, il y en a 2 700 000. Donc il y a eu aussi ces étrangers qui ont occupé, qui sont entrés en France, notamment des Italiens, des Belges, Polonais, etc. Et puis le taux de célibat aussi a diminué dans l'après-guerre. Le taux de célibat des hommes a diminué. Donc ce qui fait que cette crainte de ne pas trouver de mari, finalement, elle était peut-être plus fantasmatique, mais enfin dans les campagnes, c'était sans doute un peu plus difficile. Alors voilà la situation au lendemain de la grande catastrophe, une situation qui, au niveau démographique, est quand même très inquiétante. Une situation, la France, elle a surmonté ses épreuves, surmonté l'épreuve de la guerre, mais les élites dirigeantes se demandent si la France ne va pas tout de même disparaître à cause de la dépopulation. Alors comment faire pour redonner aux Français le goût d'enfanter? Comment faire pour que les Français fassent des enfants? Comment les contraindre à ce minimum vital de 3 enfants par femme? Je vous en ai parlé hier, il y a le service des 3 ans pour les hommes, et bien, de service militaire, il faudrait un service de 3 enfants pour les femmes. Comment faire pour forcer les Français à faire des enfants? C'est la grande question. Bon, alors cette angoisse de la dépopulation, elle ne date pas de 1919.
elle ne date pas de 14-18, elle est née à la fin du 19e siècle. Longtemps, la croissance démographique de la France la faible croissance démographique de la France n'a pas posé de problème. Depuis le XVIIIe siècle, bon, il n'y avait pas de problème. Les Français avaient des comportements malthusiens. D'ailleurs, la France était le pays le plus peuplé, on l'a rappelé là aussi hier. Les Français avaient des comportements malthusiens, ils préféraient faire des économies que faire des enfants, disait Le Play. Ça leur convenait parfaitement, et on vantait au contraire la famille raisonnée, et on se moquait de la famille nombreuse. Les pères de famille nombreuses passaient pour des imbéciles. Vous avez vu la carte postale hier qui a été présentée par Vincent Gourdon, où voilà, le père de famille est ravi quand il a un enfant dans les bras, il commence à être un peu plus accablé quand il en a deux, il est désespéré quand il en a trois, etc. Donc on se moquait effectivement des pères de famille nombreuses, ils passaient pour des imbéciles, sinon pour des brutes. On plaignait leur épouse, et il ne serait jamais venu à l'idée des pouvoirs publics de les décorer. On avait l'impression de voir des tares sociales de ces familles nombreuses, surtout quand il s'agissait de familles ouvrières ou de paysannes avec de faibles revenus. Bon. Alors comment s'opère ce renversement, où on va se mettre à honorer les pères de familles nombreuses? Ce renversement, eh bien, il a lieu après la défaite de 1870. Et là, vous commencez à voir le lien. Rien ne change sur le plan démographique. Sur le plan démographique, les Français continuent à faire toujours aussi peu d'enfants. Mais le discours change, le discours dominant change, avec un discours très marqué politiquement qui considère que les Français auraient manqué à leur devoir, et que la défaite, finalement, elle est due aussi au fait que les Français ont manqué à leur devoir envers Dieu, envers la patrie, en faisant le choix du confort, le choix de l'égoïsme, le choix de la jouissance. Ça vous rappelle quelque chose, ce discours? C'est le discours que Pétain tiendra évidemment aux Français en 1940. Il dira en 1940, trop peu d'enfants, femmes, vous avez fait trop peu d'enfants. L'esprit de jouissance, la défaite, c'est la faute du Front populaire, c'est la faute de la réduction du temps de travail, des congés, et puis c'est la faute des femmes qui ont fait très peu d'enfants. Et on retrouve exactement le confort, l'égoïsme, la jouissance, ce discours après 1870. Alors que le Prussien laborieux, austère, lui, le Prussien fait des enfants, et c'est pour ça qu'il a gagné la guerre. De fait, en 1800, il y avait 30 millions à peu près de Français et un peu moins de 20 millions d'Allemands en 1800. En 1870, la situation est déjà une situation d'équilibre. 38 millions de Français, à peu près, et 39 millions d'Allemands. Et en 1914, la France n'a pris qu'1 million, vous voyez, en 40 ans, elle a 39 et quelques, et en revanche, l'Allemagne est déjà à 65 millions. Vous voyez, la croissance démographique de l'Allemagne, qui renforce évidemment la peur et ses discours, sur la nécessité de repeupler la France et de lutter contre la dénatalité. Le mal va en s'amplifiant, puisque le taux de natalité, c'est le taux de natalité le plus bas en Europe, il est tellement bas que la France vieillit, et que il y a des années, comme l'année 1911, où le nombre de décès dépasse le nombre de naissances. Donc ce n'est plus un fantasme, la disparition de la France. Si cela continue comme ça, la France va disparaître, puisqu'il y a plus de cercueils que de berceaux. Ça devient un thème, ça devient un slogan de l'Alliance nationale contre la dépopulation, je vais vous dire deux mots. C'est donc plus de cercueils que de berceaux. La France est en train de disparaître, c'est un îlot de sucre qui fond, etc. etc. Voilà. Alors les statisticiens, certains sont un peu illuminés, certains font des projections, il faut toujours se méfier des démographes qui font des projections, mais Vincent n'est plus là, ça sert à rien que je fasse cette blague, mais bon, parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des projections dans l'avenir, et ça ne marche jamais. Alfred Sauvy, vous connaissez Alfred Sauvy, il disait qu'il y aurait 40 millions de Français en 1950, en 1980, 30 millions en 1980, et en fait, il y avait 50 millions de Français en 1980. Donc,
parmi ces démographes, ces statisticiens, eh bien, certains disent qu'en 1950, eh bien, il y aura 250 millions d'Allemands. Hein, on se demande comment... Ça, c'est un peu exagéré. Et la France, à côté comme elle se dépeuple, voilà, où sa croissance sera très limitée, eh bien, elle sera toujours à 40 millions. 40 millions. Et il y aura 250 millions. On est foutus, ça sert à rien. On a gagné la guerre, mais de toute façon, c'est terminé. La France a décidé de mourir. La peste blanche, dira Pierre Chonu par la suite. Jacques Bertillon, on en a parlé hier, le président fondateur de l'Alliance nationale contre la dépopulation, est à la tête d'une association très influente politiquement qui s'est constituée en 1896 et qui existe encore aujourd'hui sous un autre nom. Ça a changé son nom, elle a toujours une revue plus ou moins influente. Jacques Bertillon, donc à la tête de l'Alliance nationale, tient des discours apocalyptiques. La mort de la France, dit-il, sera un des faits marquants du XXe siècle. On se souviendra qu'au XXe siècle, la France est morte. Voilà, la mort de la France. Il faut se méfier des prophéties, donc. Son seul avenir, je continue la citation, son seul avenir est d'être colonisé, envahi, sa population peu à peu remplacée, dénationalisée. Là, ça vous rappelle quelque chose, hein, c'est-à-dire que le thème politique de l'extrême droite n'est pas nouveau, on l'entend aujourd'hui, ça s'inscrit, vous voyez, on a déjà ce discours en 1919, et il s'inscrit lui-même dans un mythe et un discours de la décadence qui est déjà ancien, puisque la décadence de notre pays, de notre nation, aurait commencé le 14 juillet 1789 à 17h15. Ou peut-être 15h, je ne sais plus exactement. Alors cette décadence, on la doit, pour les natalistes, à l'affaiblissement des valeurs religieuses, à l'esprit démocratique, hein, qui a mis les faibles et les forts sur le même plan, avec le suffrage universel par exemple, et puis à l'individualisme et notamment au féminisme. C'est aussi la féminisation de la société, etc. Et durant la Grande Guerre, l'angoisse démographique est si forte hein, que ces idées, qui sont quand même très marquées politiquement, que ces idées font beaucoup de progrès dans les milieux politiques. Et la conversion d'un Clémenceau, hein, pour ça j'ai commencé par citer Clémenceau, la conversion d'un Clémenceau est un exemple hein, de la progression très forte de ces idées dans les milieux politiques. Alors qu'auparavant, c'était des idées quand même très marginales à la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, des ligues apparaissent pendant la guerre qui se donnent pour but de défendre et de promouvoir les familles nombreuses. La Ligue pour la vie, par exemple, en 1916, l'association La plus grande famille, en 1916 également, et la Ligue des droits de la famille, qui voit le jour début 1918. Et toutes ces trois ligues vont faire un lobbying très actif auprès des parlementaires au lendemain de l'armistice, et elles vont entretenir ce climat de terreur, de l'idée que la France disparaît, pour parvenir à leur fin, pour essayer d'infléchir les politiques et de faire voter un certain nombre de textes, de lois qu'ils défendent. Alors, Jacques Bertillon, en 1919, dit que la victoire est inutile si la natalité reste aussi faible. Notre pays est condamné à la disparition. Voilà. Donc, vous voyez, le discours extrêmement alarmiste. Et pourtant, en 1920-1921, le pays, la France, enregistre des taux de natalité qui sont parmi les plus élevés de son histoire. Mais en fait, il s'agit, vous savez, de ces naissances qui ont été reportées à une période plus calme. On atteint les 21,4 pour 1000 en 1920, et c'est le taux de natalité le plus élevé de tout le XXe siècle. Il sera presque rattrapé en 1947, au début du baby-boom, dans un autre après-guerre. Là, on atteint les 21,3, et on s'y est approché, on ne retrouvera plus jamais ces chiffres. Mais dès 1923, donc 20-21, si vous voulez, 19, vous avez une flambée de la nuptialité, et puis 20-21, vous avez flambé de la natalité. Donc on peut espérer que, oui, il y a un sursaut, que les Français ont compris, là, il faut que la France vive, elle a gagné la guerre, elle doit se régénérer, il faut faire des enfants, etc. Mais on s'aperçoit qu'à partir de 22, le taux de natalité commence à chuter, et dès 23, on repasse à une forme de normalité d'avant-guerre. On retrouve les chiffres d'avant-guerre, donc ce qui fait qu'on comprend que la flambée de mariage et la flambée de naissance n'a duré qu'un instant, qu'il ne s'agit que d'un rattrapage,
du report des naissances et des mariages que l'on a différés pendant la guerre, et ça ne constitue donc pas un changement de fond, un changement de comportement de fond des Français. Ils ne font pas plus d'enfants, non, ils reviennent au rythme d'avant-guerre, et même dans les années 30, vous savez, les années 30 c'est quand même le passage à la majorité des classes creuses qui sont nées pendant la guerre de 14-18, donc dans les années 30 on a là aussi plus de décès que de naissances, et on a un taux de natalité qui tombe en dessous des 15 pour 1000, c'est encore une fois le record mondial de basse natalité. Et pendant ce temps-là, que font les Allemands? Eh bien les Allemands et les Allemandes, eh bien ils font des enfants à tire-larigot. 1,6 million, 1 600 000 nouveaux Allemands en 1920. 1 600 000 bébés en 1920, c'est en Allemagne. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une fontaine de bébés allemands de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passera dans 20 ans, hein, voilà. Alors, non seulement la guerre n'aura pas créé de sursaut national, mais elle aura contribué, tout au contraire, à accélérer la disparition de la France, à accélérer la disparition des Français, parce que 1 400 000 Français jeunes sont morts à cette guerre. Donc la guerre n'a servi à rien, au contraire, elle a précipité le pays dans le précipice. Alors, il faut réagir. Si on ne veut pas disparaître, il faut réagir. La France d'hier a fait son devoir face à la mort, faisons le nôtre face à la vie, dit un repopulateur dans un ouvrage, Paul Horry, s'appelle-t-il, peu importe. Alors ça tombe bien, 1919, novembre 1919, c'est la victoire du bloc national qui gagne les élections en novembre 1919, une droite assez musclée, bien que divisée entre natalistes et familialistes. Une droite qui est décidée à prendre des mesures sur le plan démographique, sur le plan de la natalité. Alors, je vais me dire, le nataliste, familialiste, quelle est la... dans la famille des repopulateurs, quelle est la différence entre nataliste et familialiste? Je ne veux pas trop insister là-dessus, mais les natalistes, si vous voulez, sont des républicains, ils peuvent être de droite, ils peuvent être de gauche même aussi, mais ce sont des républicains qui sont favorables à des mesures de soutien de la natalité. Voilà, tout simplement. Les familialistes, eux, considèrent que la famille est le fondement de la société. La société doit être organisée comme une pyramide, avec un chef de famille au sommet. Donc eux, ils considèrent que l'individu n'est pas le fondement de la société, l'individu qui possède des droits. Non, c'est la famille qui doit avoir des droits et non pas l'individu. Donc là, c'est une conception contre-révolutionnaire. C'est une conception, évidemment, qui s'oppose à 1789, évidemment. En 1920, les gouvernements issus du bloc national commencent par adopter les premières mesures, des mesures symboliques, tout d'abord. Alors, d'abord, vous avez le président du Conseil, Alexandre Millerand, qui décide de devenir le parrain de tous les derniers-nés des familles les plus nombreuses. Donc, imaginez, aujourd'hui, Édouard Philippe devient le parrain de tous les enfants de 10e rang. Voilà. Pour 10 enfants, vous avez le Premier ministre qui devient parrain. Est-ce que ça doperait la natalité? Je ne suis pas sûr. Eh bien, ça n'a pas dopé la natalité, Alexandre Millerand. Ça n'a rien changé. Mais ce sont des mesures symboliques. Ça veut dire que le gouvernement, symboliquement, montre son intérêt pour les familles nombreuses. De même, autre mesure symbolique, la journée pour honorer les mères. La journée pour honorer les mères, on l'appelle comme ça au départ. À partir de 1926, on l'appellera la fête des mères. Alors elle est reconnue officiellement par le ministère de l'Intérieur, elle est fixée en mai et elle deviendra la fête des mères. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec Pétain. Bien souvent on dit ça a été instrumentalisé sous Pétain, mais c'est pas du tout une fête pétainiste. C'est même venu des États-Unis en quelque sorte, avec les soldats américains en 1917. Qui fêtait déjà cette fête des mères. Vous avez autre chose comme mesure symbolique, la médaille de la famille nombreuse, qui est créée le 26 mai 1920. On va décorer les pères de familles nombreuses. Et puis également les prix de natalité, les primes des communes, des départements aux familles les plus nombreuses, à partir de tant d'enfants. Vous avez 20 communes qui décident d'attribuer des primes en 1920. Vous voyez, 20 communes, c'est pas grand-chose, mais en 1925, elles sont déjà 2000. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt pour les familles nombreuses, intérêt des pouvoirs publics, des autorités pour les familles nombreuses. Enfin, dernière mesure non des moindres, en janvier 1920, vous avez Jules Louis Breton, qui est ministre de l'Hygiène, qui vient d'être nommé ministre de l'Hygiène, ministère tout à fait nouveau, qui deviendra le ministère de la Santé en 1924, je crois, ministre de l'Hygiène, de la Prévoyance sociale et de l'Assistance,
qui est lui-même père de 5 enfants et qui est très proche de l'Alliance nationale contre la dépopulation, et qui crée en janvier 1920 un Conseil supérieur de la natalité, qui est un organe permanent qui est chargé de rechercher toutes les mesures susceptibles pour combattre la dépopulation et pour conseiller les différents gouvernements dès qu'on aborde la question de la natalité, du repeuplement ou quoi que ce soit. Donc un organe permanent pour conseiller le gouvernement sur ce sujet. Alors, il est inutile de vous dire que là-dedans, ça se partage entre natalistes et familialistes. Alors après les mesures symboliques, qui franchement ne suffisent pas à repeupler la France, après les mesures symboliques, mais ça change le climat. Et ces mesures symboliques ont l'avantage de ne pas coûter un sou. C'est pas mal, mais bon, ça ne fonctionne pas quand même. Après ces mesures symboliques viennent les mesures répressives, qui elles aussi ne coûtent pas cher. D'abord, la loi du 31 juillet 1920, vous la connaissez sans doute, elle interdit la propagande anticonceptionnelle, disait-on à l'époque. C'est-à-dire, elle interdit toute discussion sur la contraception, toute vente de moyens contraceptifs, de remèdes secrets aussi, comme on dit, et sous peine de 1 à 6 mois de prison, une amende de 100 à 5 000 francs. Mais ça ne concerne pas les préservatifs qui continuent à être en vente, parce qu'il faut bien que les hommes puissent continuer d'aller voir les prostituées sans risquer une maladie vénérienne. Ça n'a rien à voir. La provocation à l'avortement est également punie. Alors, toujours partie de ces répressions des moyens contraceptifs et la propagande néo-malthusienne, comme on disait. La provocation à l'avortement est punie de 6 mois à 3 mois de prison. Qu'est-ce que c'est la provocation à l'avortement? À la fin de certains journaux, vous aviez parfois des annonces je vous garantis le retour de la santé, le retour du sang. Voilà. On comprenait qu'il y avait des annonces comme ça, on pouvait aller chez des faiseuses d'anges, ça se déguisait à peine. Hein. Bon, ben, tout ça c'est absolument terminé, bien sûr. Et voilà, il y a vraiment l'idée d'un tournant. Hein, sur le plan symbolique, et puis sur le plan répressif, il faut serrer les boulons. Hein, Paul Bureau l'a dit, Paul Bureau c'est le président de la Ligue pour la vie, ça c'est une ligue plutôt familialiste, il est aussi sénateur, et il préside le premier congrès de la natalité qui s'est déroulé à Nancy en 1919, et il dit qu'il faut poursuivre les entreprises de luxure, de pourriture, de pornographie, d'avortement, de propagande néo-malthusienne hein, pour sauver la France. Donc voilà, il faut absolument réprimer. Hein, Alors, en juillet 1920, cette loi du 31 juillet 1920, elle est votée à une très très large majorité, 521 voix pour, 55 contre. Ouais, ça vous montre l'infusion hein, de ces idées natalistes et familialistes dans la société. Alors, il y a eu 2 députés socialistes qui adhéreront bientôt au Parti communiste, qui apparaît en décembre 1920, André Berton, 2 députés socialistes qui ont essayé de lutter contre, tout à fait vainement, dans la Chambre. Vous avez donc André Berton qui dit que pour avoir de nombreux enfants, il faut d'abord les nourrir. Un premier point. Un autre, Paul Borussi, dit que l'État ferait mieux de soutenir les filles mères plutôt que de les stigmatiser. L'État devrait préparer le berceau avant de réclamer l'enfant. Mais peine perdue, 521 voix pour, 55 contre, ce 23 juillet 1920 à la Chambre. Concrètement, ça ne donnera pas un enfant de plus à la nation française, mais par contre, les militants néo-malthusiens, eux, se retrouvent tous enfermés, leurs journaux sont enfermés. On avait déjà vu apparaître cette vague de répression pendant la guerre même. Le chef des néo-malthusiens, un petit peu le leader, c'est Eugène Imbert, il sera condamné en 1921 à 5 ans de prison. À 5 ans de prison, dans les attendus du procès, on lui reproche d'avoir enlevé des bataillons à la France. C'est un traître. C'est un propagandiste du néo-malthusianisme. Il dit notamment aux classes ouvrières, il ne faut pas faire d'enfants, je vais vous apprendre comment ne pas faire d'enfants, etc. Il pense que le monde sera meilleur si on restreint. C'est pas le planning familial encore, hein, parce qu'il y a une dimension révolutionnaire, c'est des anarchistes. Ils pensent que le capitalisme repose sur un grand nombre d'enfants, ce qui permet de faire baisser les salaires, etc. Si on a moins d'enfants, les salaires sont plus élevés. Bon, bref,
des théories qui sont peut-être un peu fumeuses, mais il se retrouve condamné à 5 ans de prison pour avoir enlevé des bataillons à la France. Les journaux sont interdits, bon, etc. Mais par contre, pour ce qui est de forcer la chambre à coucher, la porte de la chambre à coucher des Français, et les obliger à arrêter le coït interrompu, là, évidemment, c'est autre chose. Donc la répression n'aura aucun impact sur la natalité. Autre mesure répressive, le renforcement de la lutte contre l'avortement. Alors là, l'avortement, ça fait dresser les cheveux sur la tête des repopulateurs, avec des chiffres qui sont parfois complètement fantasmés. Certains disent qu'il y a peut-être 500 000 avortements par an en France. Si on arrivait à arrêter ces 500 000 avortements, alors les estimations les plus basses, c'est 150 000, mais certains disent jusqu'à 500 000. Si on arrivait à stopper l'avortement par des mesures répressives, ça ferait 500 000 bébés en plus chaque année, et ça sauverait le pays. Donc il y a déjà cette idée, les avortés sont des traîtres, etc., à la nation. Alors, comment faire pour lutter contre l'avortement? Eh bien, figurez-vous que l'avortement est considéré comme un crime. C'est un crime sur le plan pénal, qui passe donc aux assises, devant des jurés populaires. Eh bien, on va avoir l'idée de le retirer aux assises pour confier la répression aux tribunaux correctionnels. Et on va transformer le crime en un délit. Alors vous allez me dire, mais comment, puisqu'on déqualifie le crime et qu'on va le réprimer comme un délit, on l'enlève aux assises et on le transmet aux tribunaux correctionnels? C'est pas comme ça qu'on augmente la répression. Eh bien si, parce que l'avortement était un crime qu'on ne réprimait plus, qu'on ne punissait plus. C'est que les avortés, quand on en attrapait une, il y avait quelques dizaines de cas qui passaient, moins de 100 qui passaient chaque année devant les tribunaux. Et les jurés populaires, quand ils avaient une fille devant eux qui racontait une histoire d'abandon, de viol, de misère, c'était toujours des histoires affreuses qui avaient conduit cette femme à l'avortement, eh bien, ils s'acquittaient. Dans de très très larges proportions, une très large majorité, ils s'acquittaient, ce qui fait que l'avortement était un crime impuni. Alors, pour punir l'avortement, eh bien, fini les jurys d'assises, on va transmettre cela au tribunal correctionnel. Alors certes, ce ne sera plus un crime, c'est un délit, mais au moins les magistrats, ils ne se laisseront pas émouvoir et ils réprimeront selon les textes. Et les textes disent, c'est la loi du 27 mars 1923, 6 mois à 2 ans de prison pour les avortés et 1 à 5 ans de prison pour les avorteurs, ou avorteuses, pour les faiseuses d'anges, souvent des femmes. Les repopulateurs s'enthousiasment, parce qu'ils sont persuadés que ça y est, l'avortement va régresser, qu'il va y avoir une hausse de la natalité qui va suivre, etc. Mais rien ne se passe, rien. Aucun impact sur la natalité. La répression de l'avortement n'a eu aucun impact sur la natalité. En revanche, oui, il y a eu une progression des peines, bien sûr, parce que oui, il n'y a plus elles ne sont plus acquittées. Et puis on passera à quelques centaines, quelques dizaines de cas avant la guerre, moins de 100. Et on passe à quelques centaines de femmes en justice à la fin des années 30. Bon, voilà, il y a une progression de la répression, mais aucun impact sur la natalité. Alors après les mesures symboliques, après les mesures répressives, voici venu le temps des mesures politiques. Alors les mesures politiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, accorder des droits politiques supplémentaires aux pères de famille. C'est ce qu'on appelle le vote familial. Pour la première fois depuis 1874, c'est-à-dire depuis qu'on a débattu de la Constitution, de la Troisième République, ce vote familial revient, cette idée du vote plural, revient à la Chambre des députés. On va en parler. On en parlait depuis 1848, mais c'est la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était 1874. Alors de quoi s'agit-il? C'est un vote plural qui donne au père de famille autant de voix qu'il a d'enfants. Plus la voix de sa femme, éventuellement. Il y a des projets où la femme voterait pour elle-même, mais le père de famille, de toute façon, il voterait pour lui et il représenterait ses enfants, il aurait autant de voix qu'il a d'enfants. Donc c'est évidemment le retour d'une conception non démocratique du vote, du droit de vote en tout cas, du droit de suffrage, parce que ce n'est pas un droit individuel. Là, le droit de suffrage est un droit individuel. Là, ce n'est pas un droit individuel, c'est une fonction
une fonction sociale qui est attribuée aux plus méritants. Alors auparavant, les plus méritants, c'était les plus riches, c'était le suffrage censitaire. Si vous êtes riche, vous avez le droit de voter. Si vous êtes pauvre, eh ben, vous n'avez pas le droit de voter, vous n'êtes pas méritant. Si vous avez un tel degré d'instruction, le vote plural belge à la fin du 19e siècle, mais vous n'avez pas de sous, mais vous avez un degré d'instruction, vous avez le droit de voter, donc, etc., etc. Donc c'est une fonction sociale et ce n'est pas un droit, le vote. Là, en tant que père de famille, vous contribuez à l'intérêt national, vous contribuez à ce que la nation soit plus forte, eh bien, donc on doit vous reconnaître un droit supplémentaire et des voix en plus par rapport au célibataire qui lui ne contribue absolument rien. Il profite, c'est tout. Alors dès 1919, les partisans du vote familial vont se faire entendre en parasitant les débats sur le suffrage féminin. Parce qu'on parle beaucoup en 1919 du suffrage féminin, d'ailleurs ça sera voté par la Chambre des députés, il sera bloqué par le Sénat en 1922. Alors pour les conservateurs, il ne faut pas que les femmes votent. Alors le suffrage féminin c'est très compliqué parce qu'il y a des adversaires du suffrage féminin à gauche et à droite, pour un certain nombre de raisons qui sont complètement différentes. Mais pour les plus conservateurs, il ne faut pas que les femmes votent parce qu'il pourrait y avoir conflit politique et désunion dans la famille. Prenez garde, dit le député Lefebvre-Dupré, prenez garde, le vote des femmes c'est une atteinte au foyer. Vous allez entraîner la femme hors de chez elle, plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, et par là, vous aggraverez la dépopulation. Oui, il y en a d'autres à droite qui disent qu'une femme doit voter pour X raison, etc. Bon. Alors la solution, c'est le vote familial, avec ou sans vote des femmes. Le pouvoir restera dans les mains des hommes, et en particulier des pères de famille. Au Sénat, en octobre et novembre 1922, quand on discute du suffrage féminin qui a été voté par la Chambre, on va en discuter au Sénat, on va voir si ça va passer ou pas, eh bien, de nouveau, les partisans du vote familial mènent l'assaut et essayent de passer, de superposer leur projet à celui du suffrage féminin. Et ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas réussir à faire voter le vote familial, mais en revanche, ils vont réussir à faire échouer le vote des femmes. Le sénateur Jules-Louis Breton, qui était donc ministre en 1920, s'exprime ainsi: « Notre faible natalité, sans cesse décroissante, nous condamne irrémédiablement à disparaître dans un avenir très prochain. Si rien d'efficace n'intervient à bref délai, notre pays est fatalement condamné à mort. Qu'il soit assuré que le vote familial est le seul moyen de le sauver de cette déchéance imméritée, de cette mort certaine. » Et le vote des femmes est repoussé par le Sénat. Le vote familial n'arrive pas à se greffer là-dessus, mais nouvelle occasion, 11 décembre 1923, c'est un projet de loi, une proposition de loi de Justin Godard sur le vote des femmes, parce qu'il y aura énormément de propositions de loi sur le vote des femmes dans l'entre-deux-guerres, qu'on est en train d'examiner à la Chambre des députés, et encore une fois, un député, Rouleau du Gage, qui est un peu le chef de ceux qui défendent le vote familial, dépose une contre-proposition accordant le droit de vote aux femmes dans le cadre du vote familial attribué aux pères de famille. Et pour la première fois, le gouvernement consulté, il y a le ministre de l'Intérieur qui est là, il se lève et il dit « Le gouvernement soutient cette mesure. Le gouvernement soutient le vote familial. » Et donc, ça libère une grande partie de députés qui pourront voter pour ce texte. Et en effet, au moment du vote, il va falloir se prononcer pour est-ce qu'on débat du projet de Justin Godard sur le vote des femmes ou est-ce qu'on débat de la contre-proposition de Rouleau du Gage sur le droit de vote des femmes plus le vote familial. Et bien là, au moment où on vote, 440 députés se prononcent pour discuter de la contre-proposition de Rouleau du Gage, c'est-à-dire 440 députés se proposent de discuter du suffrage féminin et du vote familial. Alors, il y a une majorité. Il y a une majorité pour enterrer le suffrage universel dans sa conception de révolutionnaire, 1848. Et le débat est fixé. Ce débat est fixé le 13 décembre, 2 jours plus tard. Très bien, nous voterons là-dessus dans 2 jours. Salut Emmanuel. Le 13 décembre 1923. Et le vote familial sera voté. Il y a une majorité, on le voit, 440 députés ont voté, les socialistes sont très minoritaires. Et là, voilà qu'un député socialiste va faire traîner les débats, ce 13 décembre 1923, il va faire traîner les débats avec une obstruction systématique, mais systématique avec des questions de forme comme de fond, mais des fois complètement dérisoires. Il va dire, mais comment le père de famille va voter? Est-ce qu'il aura autant d'enveloppes que de bulletins, ou est-ce qu'il mettra tous ses bulletins dans la même enveloppe? Oui, c'est des questions de forme
sont pas très intéressantes, mais comme ça, il arrive à faire durer, à faire perdurer, et à enliser le débat. Autre question, les militaires ne votent pas sous la Troisième République. Les militaires ne votent pas. Ils sont au service de la nation, il ne faut surtout pas qu'ils aient des opinions politiques, blablabla. Mais, donc si on dit qu'on fait le vote familial et les femmes ont le droit de vote, ça veut donc dire que la générale ira voter pendant que le général n'ira pas voter, et la générale, elle aura le droit de voter pour ses enfants alors? Oui, il pose des tas de questions complètement annexes, et il fait durer le débat, ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'en peuvent plus, les députés, et ils votent le renvoi. Ils votent le renvoi, et là, on est en décembre 1923, il y a d'autres choses, d'autres chats à fouetter. La gauche gagne les élections, le cartel des gauches gagne les élections en mai 1924, et le vote familial est enterré. Pour le moment, il faudra attendre, il ne sera plus jamais en position de l'emporter dans les années 20 et les années 30, il faudra attendre Vichy, il faudra attendre Pétain pour que le vote familial ressurgisse, qu'il fasse partie de la constitution de l'État français, qui n'a pas été votée, mais voilà, qui était prête en 1944. Bien, le dernier parti à l'avoir dans son programme, c'est le Front National. Dans les années 90, il avait le vote familial, c'est logique, dans son programme. Voilà donc la situation de la famille dans l'immédiate après-guerre, elle est devenue, pour la première fois, un thème politique. La famille, ça relevait du privé auparavant. C'est devenu un thème politique, annexé par la droite, parfois même une machine de guerre pour revenir sur 1789, pour revenir sur 1848. Et cette famille de l'après-guerre, elle est au cœur d'une grande angoisse nationale. Le désastre démographique de la guerre a alimenté le fantasme de la décadence de la race, le fantasme de la disparition de la nation, qui est encore accentué, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le passage à l'âge adulte dans les années 30 des classes creuses, qui sont nées pendant 14-18, donc avec des naissances qui chutent dans les années 30 et qui sont même inférieures, je l'ai dit, au nombre de lycées, et qui donnent l'impression, à côté de la vigueur de la race aryenne, à côté de j'emploie les termes de l'époque, bien sûr, à côté de la vigueur de l'Allemagne nazie, que la France démocratique est condamnée. Et de cette atmosphère d'inquiétude, eh bien, on voit surgir, évidemment, une réaction de l'État. L'État, pour la première fois, s'intéresse à la question démographique, alors qu'il s'en moquait pas mal auparavant. Il s'intéresse à la question démographique et à la question des familles. Et donc, de cette situation, les Français vont tirer, oui, un bénéfice, le droit aux allocations familiales, à partir de 1932 pour les salariés du commerce et de l'industrie, en 1937 pour les paysans, des allocations qui sont très limitées, qui sont très modiques encore, mais qui seront généralisées en 1938 et 1939 à tous les travailleurs. 1938 et 1939, vous voyez bien, dans un climat de tension, à la veille d'une autre grande catastrophe. Donc oui, il ne faut pas l'oublier, la politique sociale et familiale de la France, la politique sociale familiale, la politique de soutien aux familles, la politique sociale de soutien aux familles, est un enfant du malheur. C'est un enfant de la peur. Et surtout, c'est un enfant de la Grande Guerre. Je vous remercie.